Bonjour, on va commencer la session. Alors je suis Benoît Bel, je suis passe-président de la Société Marseille francophone. J'étais président dans la période 2020-2022 et nous sommes très, très contents de vous accueillir pour cette session de la Société Marseille francophone sur les actualités en psychiatrie périnatale. On aura une deuxième session après sur l'assistance médicale à la procréation. Voilà, alors je vais vous parler en quelques mots de la Société Marseille francophone avant de donner la parole à Christine Renelli pour vous présenter la session elle-même. Alors, quelques mots de la Société Marseille francophone, qui est une association qui œuvre pour la promotion de la santé mentale et de la psychiatrie périnatale. Elle est affiliée à l'Association internationale de la Société Marseille internationale pour la santé mentale périnatale. Alors, quels sont les buts de la Société Marseille francophone à laquelle vous êtes bienvenus en tant qu'obstétricien? Il s'agit d'améliorer pour nous la compréhension, la prévention, le traitement des troubles psychiques et relationnels liés à la puerpéralité et leur retentissement dans le champ de la petite enfance. Alors, le but est de travailler en pluridisciplinarité. Nous accueillons bien sûr des psychiatres, des psychologues, des sages-femmes, des obstétriciens, des pédiatres, tous les professionnels qui sont dans le champ de la santé mentale et de la santé périnatale. Le but, c'est de promouvoir ensemble la psychiatrie périnatale qui nous concerne tous et de mieux dépister, de mieux traiter, mais également de prévenir les troubles psychiques en période périnatale, ainsi que leur retentissement sur le bébé, l'enfant et l'adulte en devenir. Alors, je vous invite à consulter notre site de la Société Marseille francophone. Nous avons aussi une page LinkedIn pour la Société francophone qui sera alimentée en contenu. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais ça va le devenir dans le courant de l'année. Alors, nous avons des groupes de travail, virtuels ou présentiels selon le cas. Ils sont beaucoup plus nombreux que la liste qui est là et vous pouvez les consulter sur le site de la Société Marseille francophone, site qui, j'ouvre la parenthèse, est bien connu pour le fait de vous communiquer la cartographie, notamment des unités mère-bébé, mais pas seulement, aussi les équipes de soins en psychiatrie périnatale, enfin un certain nombre. Nous avons une activité de publication avec notamment ce qu'on appelle les cahiers Marseille. Le dernier en date a été sur le thème des traumatismes psychiques à l'aube de la vie. Il y avait avant accueillir les pères en périnatalité. Nous avons contribué à ce collectif qui est l'aide-mémoire de psychiatrie et psychopathologie périnatale. Et je vous invite également à la lecture du livre sur les soins conjoints sous la direction d'Anne-Laure Sutter, de Nine Glangeau et quelques autres auteurs, Guédené notamment, qui est paru chez Springer, qui est en anglais par contre. Des publications, car la Société Marseille francophone compte des chercheurs, donc là, quelques publications récentes autour de troubles de l'humeur. Nous remettons chaque année deux prix de la Société Marseille en présence de Madame Honorée Marseille, qui est une ancêtre de Louis-Victor Marseille. Louis-Victor Marseille, pour rappel, est ce psychiatre qui avait, c'est un aliéniste à l'époque, qui avait décrit la folie des jeunes accouchés. Et donc qui est un précurseur dans le domaine de la psychiatrie périnatale. Alors nous participons bien sûr à des congrès et chaque année nous avons des journées annuelles sur un thème. Le prochain en 2023 ce sera en visio encore pour permettre un débat international avec des contributions internationales. Ce sera plus simple et ce sera sur le thème du nid de grossesse ou des grossesses non perçues. Voilà, je vous ai dit quelques mots de notre société. Vous êtes invités à y adhérer. Pour cela, le site de la Société Marseille, vous trouvez les bulletins d'adhésion. Cela vaut la peine que nous travaillions en synergie avec vous, que vous soyez obstétricien, sage-femme, dans le domaine de la pédiatrie aussi, tout ça. C'est important qu'on ait des liens tissés entre nous. Merci, je passe la parole à Christine. Bon. Bonjour à tous, un grand merci d'être présents. Donc, nous allons avoir le plaisir de présenter
3 interventions. La première par Michel Dugnat, qui est pédopsychiatre, engagé bien sûr en périnatalité, et qui va nous faire un petit peu le retour des grosses avancées et avancées très importantes dans le domaine de la psychiatrie périnatale ces 2 dernières années, et qui sont vraiment une reconnaissance du travail de toutes nos équipes et nationales sur les 2 dernières décennies. Par la suite, nous aurons 2 présentations montrant comment la psychiatrie périnatale partage dans le domaine de la recherche, que ce soit dans l'épigénétique ou l'immunité, partage beaucoup de domaines avec les spécialités de la gynéco-obstétrique, de la pédiatrie et bien d'autres. Donc tout d'abord la parole à Michel Dugnat. Bonjour. Je tenais à vous dire rapidement, alors excusez-moi, c'est un PowerPoint que vous trouvez en ligne, mais qui a actuellement une préoccupation plus grande qu'auparavant, malgré la quasi-démission du secrétaire d'État à l'enfance, M. Adrien Taquet, sur ce qu'on appelle les 1000 jours. Vous avez sans doute en tête que c'est devenu une politique publique, mais à l'origine, vous le savez, il s'agissait plutôt d'une inquiétude des professionnels en matière de développement à moyen terme de la population, c'est-à-dire que de la conception aux 2 ans de l'enfant, on a un certain nombre d'idées sur l'importance d'un suffisamment bon développement du bébé. Cette idée, sur laquelle je reviendrai, a été transformée en une sorte de politique publique. Il a été dénoncé le recours à un cabinet de conseil allemand pour monter cette politique publique, puisque c'était sur la base d'un rapport que les choses avaient été faites. Je vous présente ça tout à fait rapidement et j'en viendrai ensuite à la psychiatrie périnatale, introduisant un peu les autres choses. Donc, vous êtes bien placé, et je ne vais pas m'attarder sur cette diapo, pour savoir quelle importance ça a et à quel point les premiers mois de grossesse jusqu'aux 2 ans sont importants. On passe. La commission a été une pétaudière. Excusez-moi, on est entre nous, entre médecins, donc on peut dire les choses comme ça, mais elle a quand même accouché, si j'ose dire, passez-moi l'expression, d'un rapport. Et contrairement à beaucoup de rapports, parce que la France est un grand spécialiste des rapports qui n'ont pas de suite. Hein. Vous savez, quand on veut occuper quelqu'un, on lui donne un rapport à faire, qu'on enterre soigneusement après. Voilà ce qui en est sorti en termes de politique de ce rapport qui n'est pas resté lettre morte. Ce chantier, nous n'en explorerons que quelques axes. Et bien sûr, vu la multiplication des politiques publiques en silo, on annonce au début la synergie avec la stratégie nationale de santé, la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, les projets régionaux. Enfin, vous connaissez la musique. Il s'agit d'une foultitude de choses qu'il faudrait arriver autour du bébé et de la femme enceinte et peut-être du père le mieux possible. Lourde tâche. Alors, l'intuition, c'est que si on veut améliorer les choses, il faut, dès le 4e mois de grossesse, développer l'entretien prénatal précoce. Et on dit, dans les couloirs du ministère, que l'augmentation du taux d'entretien prénataux précoce et des vrais taux d'entretien prénataux précoce est une priorité surveillée de près par au-dessus du ministère. Vous savez que dans un certain nombre de maternités, on cote l'entretien prénatal précoce une fois que la secrétaire a ouvert le dossier. Le séjour à la maternité fait l'objet d'une attention plus grande et quelques millions d'euros sont venus renforcer les staffs médico-psychosociaux, donc l'articulation ville, hôpital et PMI. Et puis, il y a actuellement un vif intérêt, 3e élément, je n'ai pas de pointeur, excusez-moi, sur le retour à domicile avec une tentative de voir qui intervient à domicile, puisque on en parlera, outre les équipes de psychiatrie périnatale qui se rendent à domicile, il y a bien sûr les équipes historiques comme la PMI et les TISF qui ont un rôle important à jouer dans ce domaine-là. La question de la... Excusez-moi, il n'y a pas de timer, donc je suis obligé de surveiller mon temps, mais la question des situations de fragilité nous intéresse peut-être un peu plus que cette question un peu générale de l'amélioration du parcours de soins. Accompagnement des parents souffrant de troubles psychiques, vous êtes dans un séminaire de psychiatrie périnatale, donc il va en être question.
Alors, qu'est-ce qui est, passez-moi l'expression, qu'est-ce qui est du flanc et qu'est-ce qui est vrai? Déploiement de nouvelles unités mères ou parents-enfants. Le terme n'est pas très bon. Mother and Baby Units, ça veut dire des unités mère-bébé. Actuellement, on parle plutôt d'unités de soins conjoints, parents-bébés. Ces unités sont soit hospitalières, ce qui veut dire qu'elles peuvent être des unités d'hospitalisation de jour, des unités d'hospitalisation de semaine, mais surtout des unités d'hospitalisation à temps plein. Et les collègues intervenants qui vont me suivre travaillent et sont responsables d'unités historiques. Mais il y a eu la modique somme de 10 millions d'euros, ce qui fait très peu, hein, ça fait 100 000 euros par département, pour déployer de nouvelles unités d'hospitalisation. Et surtout, et j'y vais vite, le déploiement, pas fait ce que je voulais. Le déploiement de nouvelles équipes mobiles en psychiatrie périnatale incite les équipes de psychiatrie périnatale à se rendre au domicile au sens le plus large, c'est-à-dire en particulier dans les lieux qui ne sont pas stricto sensu des domiciles, les CHRS et d'autres endroits. Il y a donc là quelque chose sur lequel je reviendrai dans quelques instants et qui est un véritable engagement de la Direction générale de l'offre de soins en matière de psychiatrie périnatale à travers le bureau de la psychiatrie, le bureau R4. L'accompagnement des futurs parents en situation de handicap, ça c'est complètement décoratif et totalement fictif, donc vous me permettrez de passer. Et puis l'accompagnement des parents pendant la grossesse et le postnatal, c'est toute cette question complexe après l'échec relatif de l'entretien prénatal précoce dont j'ai dit un mot, de la systématisation de l'entretien postnatal précoce, dont ni les modalités, ni le financement, ni même les objectifs sont actuellement clairs. Donc il faut systématiser quelque chose qui sera obligatoire, entre guillemets, au 1er juillet. On verra bien ce que ça donne, puisque ça n'est pas encore défini. Le renforcement des visites à domicile, par contre, constitue actuellement un axe de travail qui a une certaine consistance. L'importance que le ministère, ou plutôt le secrétariat d'État à l'enfance d'Adrien Taquet, ont accordé au message à faire passer dans les 1000 premiers jours, donc je le répète, de la conception aux 2 ans de l'enfant et pas jusqu'à l'école maternelle, tient peut-être au fait qu'Adrien Taquet, avant de rentrer dans ses pénates, était un publiciste qui a fait un tour de quelques années au ministère. Je ne sais pas si vous avez vu passer la campagne de marketing social. On verra ce que donnera le fameux livret des 1000 jours. Quant aux sacs qui veulent remplacer la baby box, je n'en parlerai pas parce que je n'y crois pas beaucoup. L'importance d'informations de bonne qualité s'est traduite par la mise en place d'une application 1000 premiers jours, application qui a comme particularité de permettre, je mets les pieds dans le plat, aux femmes de voir si elles sont ou non déprimées à travers le PDS, l'échelle de Cox, une échelle d'anxiété et de dépression, on pourrait en parler longuement, qui permet à une femme sortant ou rentrant dans un cabinet ou toute seule chez elle, de voir si elle cote très haut, en dessus ou en dessous de ce que nous appellerions entre médecins un cut-off. Et puis, comme vous le savez, il est très à la mode de soutenir les parents et donc il y a ces tentatives de développer des solutions dites de répit pour les parents, dont je ne sais pas quelle forme elles prendront. 2 mesures, dont une assez claire et qui a été suffisamment médiatisée, sont actuellement mises en avant. L'allongement du congé paternité, qui a été l'objet d'un arbitrage au plus haut niveau, avec l'idée, fallait-il allonger le congé paternité? Fallait-il... Merci, monsieur. Je n'ai pas l'habitude des micros, d'habitude je prends ça, mais bon. Merci beaucoup. Et donc, l'idée, c'est qu'avec les 7 jours obligatoires, on va contraindre, pour le coup, un certain nombre de travailleurs à prendre des jours et à être auprès de leur enfant. La mission sur la conciliation des temps professionnels et familial est quelque chose de beaucoup plus discret. Enfin, et je ne m'y arrêterai pas, il y a un effort pour l'accueil du jeune enfant, effort lié à la transformation des conditions de travail des salariés, en particulier avec les choses
les solutions d'accueil dites à horaires atypiques. Je vous disais tout à l'heure que cette politique avait fait l'objet d'une réflexion et d'une concrétisation. Ce que je viens de vous dire est installé dans une instruction de vos ARS qui ont, alors c'est là que les choses deviennent, sortez vos mouchoirs ou riez, il vaut mieux en rire, puisqu'on a accordé à ces projets régionaux lancés par les ARS pour mobiliser autour des 1000 jours 100 000 euros par région. Donc 100 000 euros par région, c'est juste les yeux pour pleurer, hein. Mais voilà, c'est fait, c'est comme ça. Les thématiques, on ne va pas s'y arrêter. Le territoire, c'est une question importante actuellement, puisque dans cette application 1000 jours dont je vous parlais à l'instant, je surveille mon temps, il s'agissait de pouvoir faire disposer aux gens qui sont à l'aise avec les machines, je vais essayer de ne pas oublier la mienne, de savoir ce qu'ils peuvent faire en fonction de leur domicile ou de l'emplacement dans lequel ils se trouvent sur le territoire. Le ministère a donc mis en place un label. Il n'y a pas que les labels Initiative Amis des bébés, il y a un label 1000 premiers jours qui est censé constituer un repère de qualité, un gage de qualité, peut-être de lisibilité. Pour l'instant, on en est un peu loin. Récemment, une collègue qui est dans la salle me disait qu'elle avait, sur cette application des 1000 jours, elle s'était déclarée, bon, je vous casse la baraque, mais elle est psychiatre, elle s'était déclarée gravement suicidaire et la machine, c'est-à-dire l'application 1000 jours de la République française, l'avait envoyée chez le pédiatre le plus proche, alors qu'elle se trouvait dans son service et que son service fait référence. En l'occurrence, il s'agit de Bordeaux. Voilà, donc on a ce cadre-là, mais ce dont j'avais envie de dire deux mots, et je serai très à l'heure, parce que j'ai un train à prendre, excusez-moi, je le regrette vivement, mais on a d'autres obligations que les congrès. C'est, si j'y arrive, hop. Je veux bien un coup de main, madame, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ben, je croyais, j'ai peut-être pas bien cliqué. Voilà. Qu'est-ce qui a rendu ce que je viens de vous décrire très rapidement possible? Eh bien, tout simplement, le rassemblement d'un grand nombre d'associations, généralement, mais très différentes. Alors, bien sûr, ici, je ne préciserai pas que le CNGOF, le SINGOF, pardon, je le prononce mal, le CNGOF est participant. Je mentionne plutôt la Fédération française de psychiatrie. Je n'oublie pas le CIAN, que vous connaissez sûrement. Et je fais un focus sur Maman Blues, qui est une association d'usagères qui sont passées très souvent en hospitalisation, en tout cas en soins conjoints parents-bébés, et qui, ayant bénéficié de ces soins, se sont organisées autour de ce que ces femmes appellent la difficulté maternelle. Bien sûr, la Société française de pédiatrie a rejoint ce mouvement et d'autres sociétés autour, peut-être pourrait-on dire, de la Marseille francophone, ont constitué un mouvement, le mouvement de l'Alliance francophone pour la santé mentale périnatale, dont je ne sais que dire parce qu'elle est actuellement moins active qu'elle ne le pourrait. Mais ce que vous venez de voir est assez largement le résultat d'une ambition forte et partagée entre des associations d'usagers, des fédérations employeurs, mais surtout des sociétés scientifiques. Je vais aller vite parce que je ne veux pas... je ne sais pas s'il ne descend pas comme je veux. Le collège, dès 2018, avait, dans les caves du ministère, tenu 2 réunions qui ont permis de faire penser la psychiatrie périnatale et qui avaient proposé un certain nombre de choses tout à fait importantes sur lesquelles je ne veux pas m'arrêter. Nous avons posé un autre jalon en organisant au ministère 2 journées de travail sous la houlette d'Adrien Taquet et à l'époque où M. Véran n'était pas encore aux manettes, à l'époque de Mme Buzyn, c'est-à-dire que nous avons réuni au ministère l'ensemble des acteurs dont je vous parlais et puis réuni à Marseille l'ensemble des équipes de psychiatrie et de santé mentale périnatale que la SMF soutient activement en tant que société scientifique.
Cette chose-là a débouché sur des propositions de réflexion sur lesquelles je passe, qui sont actuellement cachées à l'intérieur même de la politique des 1000 jours. Vous y reconnaîtrez, vous reconnaîtrez là-dedans, ça date de 2019, vous reconnaîtrez là-dedans des choses qui ont été faites dans la politique des 1000 jours. Je vous disais tout à l'heure que la question de la DOAD et de l'hypothèse de Barker avait été un des éléments importants de réflexion de la part de la commission qui a écrit le rapport dont je vous parlais. Et c'est bien parce que nous connaissions déjà les histoires de DOAD assez suffisamment que nous avons activement soutenu, en tant qu'alliance et avec la Société Marseille francophone, l'idée qu'il fallait une politique publique qui permette de dépasser les vieilles croyances concernant la génétique et de rentrer dans le XXIe siècle avec un peu de retard, tenant compte de l'épigénétique et de l'importance de l'environnement. Nous avons pour ça fait appel à des députés, c'est-à-dire que l'action que je vous ai présentée n'a pas seulement rassemblé en vase clos un certain nombre de scientifiques, de médecins et d'équipes scientifiques, mais bien sûr, nous avons été chercher auprès de la représentation nationale, d'une poignée, d'une quinzaine de députés très passionnés par ces questions, les moyens de faire pression, et de faire pression jusque dans le PLFSS, qui fait maintenant une petite place aux questions de santé mentale périnatale. L'argumentaire que vous trouvez là nous a aidés. J'ai mis projet de note, mais évidemment, c'est une note qui est parvenue à un certain nombre de députés, avec un rappel de choses que savent les psychiatres et sans doute les obstétriciens, qu'il y a un pic de pathologie psychotique juste après la naissance, pic qui met un certain nombre de femmes à risque de nécessiter une hospitalisation juste après la naissance, période hautement prévisible, en tout cas la naissance, pour un certain nombre de femmes. Gravité donc de ces troubles qu'on appelait avant la psychose du postpartum et qu'on peut appeler d'autres façons et sur lesquelles on a des conceptions plus fraîches, sur lesquelles il serait passionnant que vous interpelliez le docteur Anne-Laure Sutter. Elle vous dirait tout sur les états mixtes et sur l'évolution de ce bon vieux concept de psychose du postpartum qui n'est peut-être plus le bon terme. Mais ce sont la dépression et les troubles anxieux qui sont le plus coûteux. Et ils sont courants, et qui dit courant, dit coûteux. Donc la maladie psychique maternelle provoque, statistiquement bien sûr, on a le droit d'échapper aux statistiques, des altérations du développement du bébé, mais pas seulement du bébé, bien sûr, puisqu'on est en période périnatale. Et c'est à terme, dans l'enfance, dans l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte, qu'on voit les conséquences des troubles de l'interaction qui sont eux-mêmes consécutifs aux troubles psychiques maternels. La version que je vous donne là est une version un peu simple. Il y a conflit d'intérêts puisque cet article a été co-signé par le docteur Sutter-Dallé que vous verrez ensuite s'exprimer. Toujours est-il que c'est au nom de l'enfant, au nom du bébé et de l'adulte qu'il va devenir que des arguments ont pu être apportés auprès de la représentation nationale, avec l'idée qu'un certain nombre de choses sont possibles en termes de prévention et en termes de traitement, avec évidemment une diminution des répercussions sur l'enfant. On dispose maintenant, il y a des choses plus récentes que ce que je vous ai mis là, de chiffres sur le décès maternel en première année de vie du bébé. Alors, un certain nombre de gens ont simplifié les choses en disant que la première cause de mortalité dans la première année était le suicide. Ça n'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde les choses un peu plus près, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, c'est à partir du 43e jour que le suicide devient la cause la plus fréquente du décès maternel. Donc le papier que nous avons là est un peu dépassé. Bon, il y a des conséquences sur le risque de suicide à l'âge adulte. Ces suicides seraient donc, dans une certaine mesure, évitables grâce à une politique de santé publique dont nous ne disposons pas encore vraiment. Et ce sont nos collègues britanniques qui ont pu, grâce à l'étude, je vais m'arrêter bientôt, grâce à l'étude de la London School of Economics,
dire qu'une politique ambitieuse, ce qui n'est pas le cas en France, je vous rassure, une politique ambitieuse de psychiatrie périnatale, étroitement, évidemment, articulée avec les services d'obstétrique et dans une moins large mesure avec les services de psychiatrie de l'adulte, qu'on pourrait faire des économies considérables, des économies en milliards de livres, donc d'euros, vous savez que l'euro s'effondre actuellement, par cohorte annuelle de mères et de bébés. Il y avait donc là un argument qui a fait, et je m'en tiendrai là, qui a fait que le Royaume-Uni a décidé, et cette diapositive est aussi un peu datée, a décidé d'allouer au développement de la psychiatrie périnatale à peu près 100 millions de livres de 2015 à 2021. Je n'ai pas les chiffres pour 2022. C'est-à-dire que là où David Cameron, le premier, et les autres ont suivi, a mis un demi-milliard de livres, c'est-à-dire 550 millions d'euros, le gouvernement français, cocorico, a mis pour la première fois en 2022 10 millions d'euros. Je vais m'en tenir là. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je sais que cette session sera l'occasion pour vous de poser des questions aux autres orateurs. Je peux répondre à une ou deux questions si le président et le modérateur le souhaitent, mais peut-être je préférerais qu'il n'y en ait qu'une. Oui, une ou deux questions. Non, il n'y a pas besoin d'applaudir. Voilà. Des questions dans la salle là-bas. Alors, merci. C'est important de souligner à quel point ce qui a été fait ces derniers mois, cette année et l'année écoulée a été important en termes d'initiation de la du renforcement des unités de soins de psychiatrie périnatale aux côtés des équipes de maternité. Vous en apercevez pas peut-être tout de suite, mais ça va se percevoir petit à petit. Madame. Moi, j'ai juste une petite question sur le test PDS. Vous êtes qui et vous travaillez où? Moi, je m'appelle Anne, je suis une des internes à Lyon. Et je travaille pour ma thèse sur justement ce sujet-là, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et je me demandais... Je vous entends mal parce que je suis vieux, j'ai des acouphènes. Mettez le micro sur le menton. Et vous m'entendez mieux là? Oui, bien sûr. Et du Merci. coup, je me demandais, quand vous faites le test PDS sur l'appli, quel seuil vous retenez pour dire qu'il est pathologique et quelle est la prise en charge qui en découle? La prise de position des psychiatres expérimentés en psychiatrie périnatale a empêché que la femme toute seule dans la rue se retrouve avec 15, 12, 10, un chiffre brut et un cut-off. C'est-à-dire que le professionnel, si ça a lieu dans un cabinet qui, avec la patiente, fait ça, recevra le chiffre. Mais la femme recevra, et c'est important quand elle est seule dans la rue, soit rouge, soit orange, soit vert. Vert, tout va bien, rien ne bouge, comme disait l'autre. Orange, ça serait bien que vous appeliez une usagère. L'usagère, c'est l'usagère de Maman Blouse, qui est à Lyon, vous connaissez peut-être, en l'occurrence Madame Élise Marsande, qui est censée pouvoir orienter une femme de toute la France, sinon ça ne serait pas rigolo. Et rouge, ça veut dire qu'il y a une authentique urgence. Je ne sais pas ce qui se passe en France. Mettons par exemple à Mende, quand une femme se cote et qu'on lui montre que c'est rouge, c'est-à-dire qu'elle est intégrée. J'ai eu cette expérience récemment, une femme qui s'était autocotée avant l'appli sur Internet, parce que le PDS se trouve sur Internet, il n'y a pas besoin de beaucoup fouiller. Et elle s'était trouvée à 25. Donc elle est allée à l'hôpital psychiatrique, on lui a dit « mais non, nous on ne peut rien pour vous, on fait de la psychiatrie, vous venez d'avoir un bébé, votre mari s'en va, on n'y peut rien ». Et puis elle a été à la PMI. La PMI lui a dit « non, nous on ne fait pas de psychiatrie périnatale, vous avez un bébé, mais vous êtes une mère en difficulté, allez voir la psychiatrie de l'adulte ». Et puis finalement, elle est tombée dans une association de soutien parental qui me l'a envoyée. Et bien sûr, entre l'endroit où elle habitait et chez moi, c'est-à-dire à Marseille, il y avait trop loin. Enfin, d'abord, on était plein. Et on a proposé à cette femme, et elle a eu la chance de se voir proposer quelque chose, une hospitalisation à Limoges, dans le service de Christine Mény. Et alors, on ne comprend pas pourquoi, mais cette femme, elle n'a même pas accepté. Parce que Gap, c'est un tout petit peu loin de Limoges. Voilà. Donc, c'est bien mignon de mettre une appli avec des trucs, mais derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir?
Je me permets de dire un mot en rebondissant sur ce que disait notre ex-président, regrettons déjà très fort, le docteur Benoît Bel, qui est plutôt un psychiatre d'adulte, lui. J'ai parlé des 10 millions qui ont été accordés à la psychiatrie périnatale, mais ayez en tête que 12 millions ont été accordés au renforcement des staffs médicaux, psychosociaux, qui normalement doivent exister dans chaque et toutes les maternités. 12 millions, ce n'est pas déraisonnable, ça permet de mettre un demi-temps de psychologue qui coordonne le staff ou une sage-femme, à condition que ça soit des vrais postes et pas des choses qui partent en direction de la salle d'ac grâce à une manip, comme chaque chef de service sait en fabriquer. Et il y a aussi eu un peu d'argent pour le développement de l'entretien prénatal précoce. Là aussi, mais je risque de vous dire des faux chiffres, mais enfin, quelques millions d'euros pour essayer de relancer ce qui est à la fois un échec et à la fois quelque chose qu'on peut avoir envie de relancer. Vous savez bien qu'il y a des expériences de psychologie sociale qui montrent que quand on vous donne un dossier d'entreprise et qu'on vous dit, les chiffres étant les mêmes, remettez-vous ou pas de l'argent. Si vous avez déjà fictivement remis de l'argent, vous allez en remettre plus. C'est ce qui va se passer pour l'entretien prénatal précoce, auquel tiennent légitimement d'ailleurs tout un tas de professionnels, en particulier nos collègues sages-femmes. On verra dans 5 à 6 ans si ça donne quelque chose ou pas. Toujours est-il qu'il y a eu un peu d'argent qui a été remis dans la boucle. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de colloque. Vous allez voir, c'est passionnant. Et je dis à bientôt à mes collègues de la SMF. Merci beaucoup, Michel. Donc, nous allons passer la parole à Florence Gressier, qui est donc psychiatre de périnatalité sur le Kremlin Bicêtre et qui va nous parler d'épigénétique. Merci, Florence. Donc, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du congrès donc, de nous permettre de vous parler aujourd'hui d'épigénétique à l'aube de la vie. Et donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt relatif à cette présentation. Alors, les troubles dépressifs sont finalement relativement fréquents et on a environ 18% de troubles dépressifs pendant la grossesse. Concernant donc l'épisode dépressif caractérisé, donc c'est environ 13%. Et on va avoir davantage de dépression prénatale au premier trimestre de la grossesse, au troisième trimestre de la grossesse, et puis on a plutôt une amélioration au deuxième trimestre. Alors on va avoir tout d'abord des conséquences maternelles de la dépression prénatale. Donc pendant la grossesse, on peut avoir un moindre suivi de celle-ci. On va avoir davantage de tentatives de suicide et de suicides. Et donc, je vous rappelle que ce suicide est une des premières causes de mortalité en période périnatale pour les femmes. On va également avoir une majoration des consommations toxiques, donc tabac, alcool, mais également les autres drogues. On peut également avoir des faibles prises de poids avec des conséquences sur le développement du fœtus. Et puis, des complications obstétricales avec l'hypertension artérielle gravidique et la prééclampsie, par exemple. Après la naissance, les soins apportés au nouveau-né peuvent être de moindre qualité. Et puis on a, avec un continuum ou non, un lien parfois avec la dépression du postpartum qui va être de l'ordre de 30%. Et puis à plus ou moins long terme, on a également décrit des troubles de l'attachement. Donc on va avoir également donc, des conséquences de la dépression prénatale sur le fœtus. Donc il a été décrit davantage de fausses couches spontanées chez les femmes déprimées pendant la grossesse. Également une diminution des mouvements fœtaux, une fréquence cardiaque de repos augmentée, et puis une réactivité plus basse et lente face à la stimulation vibroacoustique. On va également avoir des conséquences néonatales avec davantage de prématurité, davantage d'hypotrophie et des faibles scores d'Apgar à la naissance. On a également donc des effets sur le nouveau-né de la dépression pendant la grossesse. On a décrit donc des comportements du nouveau-né. Ils seraient parfois davantage irritables. Ils peuvent avoir des cris excessifs qui rappellent les cris des bébés de mères toxicomanes. Ils peuvent être également moins consolables, avec moins d'orientation vers les visages, notamment moins d'orientation vers le visage de la mère, moins de réponse aux expressions faciales, et puis parfois davantage de difficultés même à discriminer la voix de leur mère. Puis, il y aurait aussi donc des taux de cortisol plus élevés chez ces nouveau-nés, et ceci serait corrélé avec les taux de cortisol pendant la grossesse pour la mère.
Alors la dépression maternelle prénatale, elle a été associée à des troubles du développement chez l'enfant. Cependant, donc pour le moment, l'effet de l'intensité des symptômes dépressifs en prénatal est encore peu connu. Donc, à partir de la cohorte MADQUID sur Bordeaux, qui était donc dirigée par Anne-Laure Sutter-Delay, donc on a regardé l'intensité des symptômes dépressifs en prénatal et le score de Brazelton chez les enfants à J2, J3 de vie. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a ajusté par rapport aux résultats selon les différentes variables socio-démographiques, également les antécédents de la mère, la prise de traitement psychotrope pendant la grossesse, également la consommation de tabac avant la grossesse, les complications maternelles somatiques, les caractéristiques donc, du bébé à la naissance, et puis l'échelle d'anxiété à la fois en prénatal et au moment de la naissance. Et on a aussi donc ajusté par rapport au score dyadique et puis au score de dépression lors de l'évaluation de ce bébé. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'il existe une corrélation significative négative avec les symptômes de dépression et le score d'habituation à l'échelle de Brazelton, également au niveau de l'orientation-interaction, au niveau du système moteur, et puis également au niveau de la stabilité du système nerveux autonome. Donc on a donc une corrélation entre l'intensité des symptômes dépressifs, même si on ne va pas jusqu'à un épisode dépressif caractérisé, et donc les différents scores au Brazelton. À plus long terme, on peut également avoir donc, des effets de la dépression prénatale sur l'enfant. Donc on peut avoir également des dépressions du bébé, mais il n'y a pas forcément une corrélation entre dépression prénatale et dépression du bébé. On a également été décrit donc, des troubles de l'attachement, des troubles du comportement, également des troubles de l'attention, des difficultés d'apprentissage, des difficultés scolaires, des retards de langage et des QI bas. Et puis, il a également été décrit davantage de conduites addictives à l'adolescence, également des troubles anxieux à plus ou moins long terme et de troubles de l'humeur. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer finalement que la dépression pendant la grossesse, la dépression anténatale, peut entraîner des troubles mentaux par la suite chez le bébé, donc l'adulte en devenir? Donc, comme vous le savez, quand il y a un stress important, en fait, tel que la dépression, il va y avoir donc une sécrétion de glucocorticoïdes. Donc, en effet, on a un rôle majeur du cortisol. Le cortisol, il traverse la barrière placentaire et l'hypercortésilémie, elle va affecter les récepteurs aux glucocorticoïdes dans le cerveau fœtal. On a, quand on a un stress anténatal, une augmentation de la CRH et de la CTH. Habituellement, quand on a le cortisol, il est transformé par la 11-bêta-HSD2 en cortisone, qui, elle, n'est pas néfaste pour le cerveau fœtal. Quand vous avez donc une sécrétion très importante de cortisol, cette 11-bêta-HSD2, elle est saturée, et donc vous allez avoir un passage finalement du cortisol au niveau du cerveau fœtal, qui va donc être néfaste pour le bébé. Vous avez également, donc, lors d'un stress anténatal, une dysrégulation de l'axe HPA, et puis une altération du flux sanguin utérin. Alors finalement, il va y avoir différents effets des glucocorticoïdes sur le fœtus, notamment au niveau du neurodéveloppement, également au niveau de l'axe HPA, au niveau du placenta, et puis ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, c'est sur les modifications du paysage épigénétique. Alors, comme vous le savez, en fait, on a donc l'ADN qui est hérité des parents. Bien, l'épigénétique, donc, c'est l'étude des modifications transmissibles et réversibles de l'expression des gènes. Donc, l'épigénétique, elle a été définie par Weddington en 1942. Il parle en fait de paysage épigénétique, donc il représente en fait une bille qui va être la cellule indifférenciée, la cellule qui est avant différenciation, et cette bille, elle va s'engager dans différents sillons qui représentent en fait les différentes voies de la différenciation. Bien, l'épigénétique, c'est en fait le processus entre le génotype et le phénotype. Alors, ce que dit Weddington, c'est que si l'on compare l'élaboration d'un être vivant à la construction d'une maison, les gènes permettent la synthèse des briques, mais en fait, l'agencement de ces briques, le nombre de briques à fabriquer à un moment donné, ne sont pas ressorts du code génétique et dépendent de processus cellulaires interactifs.
Donc un autre exemple que l'on peut donner, c'est celui en fait du chef d'orchestre. Si vous avez une partition qui n'a pas de rythme, qui n'a pas d'armure à la clé, vous n'allez pas pouvoir jouer la musique. Et bien en fait, cette épigénétique, les différentes marques épigénétiques, c'est ce qui donne par exemple l'armure, le rythme, et qui permet au chef d'orchestre de faire jouer la musique. Alors on a différents mécanismes épigénétiques et ça va être affecté par différents facteurs. Donc les composés chimiques dans l'environnement, les drogues, les médicaments, également le vieillissement et l'alimentation. Et puis le développement, dès le développement in utero, il peut aussi donc entraîner différents mécanismes épigénétiques. Donc on a différentes sortes de mécanismes épigénétiques qui ont été décrits. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc la méthylation de l'ADN ou un groupe méthyle, c'est-à-dire un facteur épigénétique, il va pouvoir venir marquer l'ADN et agir soit comme activateur, soit comme répresseur de gènes. On a également un autre mécanisme qui va être les modifications des histones, et la fixation des facteurs épigénétiques au niveau de la queue des histones va modifier le degré avec lequel l'ADN est enroulé autour des histones, et donc la disponibilité d'activer les gènes au niveau de l'ADN. Et puis il y a aussi donc les micro-ARN. Donc on peut avoir donc par rapport à ça donc différentes pathologies qui ont été décrites, telles que l'apparition de cancers, de maladies auto-immunes, des diabètes, mais également donc les troubles mentaux. Alors finalement, les modifications épigénétiques, ça va changer le fonctionnement des gènes, et ce n'est pas simplement un système on-off, mais il va y avoir une différente gradation, toute une palette justement d'activation ou au contraire de désactivation. Donc le remodelage de la chromatine par acétylation des histones au niveau du nucléosome. Donc si c'est condensé, l'ADN est alors inaccessible, et si c'est relâché, l'ADN est alors accessible. Au niveau de la méthylation de l'ADN, donc vous allez avoir des déméthylations avec l'expression donc des gènes et des méthylations qui vont entraîner l'inactivation de gènes. Et donc c'est toute une palette différente aussi, et puis donc également les micro-ARN. Alors vous connaissez différents exemples d'épigénétique, notamment par exemple le sexe des tortues. Donc toutes les tortues, les bébés tortues ont le même génotype au départ, et en fait c'est une modification épigénétique qui va donner le sexe du bébé tortue suivant le degré où il est enfoncé au niveau du sable, et donc l'ensoleillement va donner soit un phénotype femelle ou un phénotype mâle. Également chez les abeilles ont au départ le même patrimoine génétique, et c'est leur alimentation qui va entraîner donc le phénotype de reine ou d'ouvrière, donc là également une modification épigénétique. Les reines, elles sont en fait élevées à la gelée royale, et les ouvrières à différents types d'alimentation. Donc ça, c'est un exemple dans la nature des modifications épigénétiques qui vont entraîner un phénotype finalement très différent par la suite. Alors plus récemment, donc la programmation fœtale, et puis il y a une dizaine d'années, le Time titrait sur l'hypothèse de la programmation fœtale ou fetal programming. Ainsi, l'environnement in utero peut altérer le développement du fœtus, c'est l'hypothèse développée par Barker. Donc on a donc un stress prénatal qui peut entraîner donc des modifications épigénétiques, notamment des altérations de la méthylation au niveau de l'ADN et de l'expression des micro-ARN au niveau du placenta, qui peut entraîner des complications pendant la grossesse, telles que les grossesses prématurées, les prééclampsies, des limitations du développement fœtal, et puis aussi des petits poids de naissance. Puis vous pouvez aussi avoir des modifications épigénétiques au niveau du cerveau fœtal, et donc tout ceci va entraîner un risque majoré de maladie mentale par la suite. Alors un autre exemple que l'on donne classiquement en épigénétique, c'est celui de la famine hollandaise en 1944. Donc il y a différentes études qui avaient été faites, donc à la fois sur les enfants qui étaient exposés à la famine, mais qui n'étaient pas in utero pendant cette famine, et puis les enfants qui étaient donc in utero. Donc ce qu'ils ont remarqué, en fait, c'est que plusieurs dizaines d'années après, ils retrouvaient donc des diminutions, en tout cas des différenciations de la méthylation au niveau de l'ADN chez les bébés chez les adultes qui bébés avaient été exposés in utero à la famine en Hollande. Donc ça aussi donc l'exemple d'un mécanisme épigénétique qui a lieu donc pendant la grossesse de la mère.
Alors on peut comprendre finalement la transmission au niveau intergénérationnel, donc le fait que une maman donc, qui porte le bébé dans le ventre, et donc ça entraîne des modifications épigénétiques qui vont donc affecter par la suite. Comment est-ce qu'on peut expliquer la transmission intergénérationnelle entre les grands-parents et les petits-enfants? Ce serait en fait par le biais des gamètes, et donc un stress important affecte le bébé in utero avec des modifications épigénétiques, mais affecterait aussi donc les gamètes et pourrait donc avoir une transmission intergénérationnelle au niveau de la génération F2, c'est-à-dire au niveau des petits-enfants. Alors bien évidemment, c'est pour le moment difficile de distinguer quel est l'effet épigénétique et quel est l'effet comportemental. Par exemple, sur la famine aux Pays-Bas qui peut entraîner des maladies métaboliques, ces enfants n'ont pas été élevés et nourris de la même manière. Et aussi, vous savez qu'il y a des comportements très différents chez les parents qui élèvent leur bébé dans l'après-guerre. Donc, est-ce que finalement ces différences de méthylation seraient cause ou conséquence de l'alimentation et ou de la maladie métabolique? Donc tout ça reste à explorer. Donc, un exemple en épigénétique, c'est celui de la souris agoutie chez l'animal, qui a un phénotype différent finalement suivant le pourcentage de cellules avec méthylation. Donc les souris pseudo-agouties, celles qui ont un pourcentage de cellules avec méthylation important, elles vont avoir un pelage gris et elles ne vont pas avoir donc de conséquences métaboliques. Et puis, s'il y a un faible pourcentage de cellules avec méthylation, ça donne un pelage de phénotype jaune avec davantage donc, de syndrome métabolique. Alors la suite, c'est aussi de s'intéresser de l'effet de l'alimentation maternelle in utero. Et finalement, ce qu'on remarque aussi dans cette expérience chez les souris agouties, c'est que de la nourriture enrichie en molécules donneuses de méthyle pour la mère a diminué le phénotype jaune de ces souris. Donc il pourrait y avoir finalement une correction par rapport à l'alimentation maternelle. Alors pourquoi finalement ce n'est pas simplement la supplémentation qui donne la couleur? En fait, il n'y a pas d'association directement du point de vue statistique entre la supplémentation et la couleur du pelage, mais en fait, le pathway, c'est la méthylation et notamment l'augmentation de la méthylation CpG. Alors, qu'en est-il de la transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire au-delà des différentes générations, à partir de la première génération qui sont non exposées, c'est-à-dire vers F3? Eh bien, très souvent, actuellement, cette transmission n'est pas soutenue. Et on peut aussi se poser la question d'un effet soit biologique ou culturel de ce qu'on retrouve parfois. En tout cas, actuellement, du point de vue d'épigénétique, les différents mécanismes épigénétiques n'expliquent pas la transmission héréditaire chez les mammifères au-delà de l'association entre les grands-parents et leurs petits-enfants. On peut maintenant se poser aussi la question quel va être le rôle de l'environnement postnatal. En effet, donc, on a des expériences sur les souris avec des adoptions croisées. Donc, vous avez des souris qui ont un instinct maternel élevé avec des léchages fréquents qui vont donner donc des portées d'enfants peu stressés. Et puis, à contrario, des souris avec un instinct maternel faible, un léchage parcimonieux qui entraînait un stress chez les mères et également une portée stressée. Donc on va faire des expériences d'adoption croisée. Donc si le stress est génétique, en fait, la portée aura le même niveau de stress que le parent biologique. Et si le stress est environnemental, la portée aura le même niveau de stress que le parent adoptif. Alors dans ces expériences croisées, donc ce qu'on voit sur la figure, donc c'est pas exactement vrai, c'est pas exactement du 100%, mais vous voyez que les portées de bonnes lécheuses, quand elles sont élevées par en fait des mères avec davantage de stress, ça va donner finalement des bébés davantage stressés. A contrario, vous allez réussir en fait à corriger l'environnement de l'enfant, va venir en fait finalement corriger, et donc vous allez avoir des effets comportementaux qui sont inversés. Ok. Alors, ce qu'ils ont regardé en fait en épigénétique, c'est que le léchage maternel, ça va réduire la méthylation, et donc on va avoir donc l'expression du gène NR3C1 dans le cerveau de la progéniture, qui code pour un récepteur au glucocorticoïde. Et en absence de léchage, devant donc une mère stressée, on constate donc une augmentation du cortisol dans le sang.
Donc ces expériences chez l'animal montrent finalement le rôle de l'environnement postnatal avec une éventuelle réparation entre guillemets. Donc par rapport à cet effet du stress périnatal, on a donc un stress pendant la grossesse qui peut entraîner des variations épigénétiques avec une influence à la fois au niveau du placenta et puis aussi au niveau du cerveau fœtal et donc du développement fœtal. On peut également aussi avoir un stress chez la mère au niveau postnatal qui lui aussi va pouvoir venir moduler ou au contraire, donc une mère qui va bien va aussi pouvoir moduler et entraîner aussi des variations épigénétiques chez l'enfant et donc dans le développement fœtal à plus ou moins long terme. Donc, en conclusion, donc en psychiatrie périnatale, l'épigénétique nous apporte un nouveau regard dans la compréhension de la psychiatrie périnatale avec une influence de l'environnement sur les processus épigénétiques. Et on peut se demander donc les perspectives futures de recherche, c'est l'implication de l'épigénétique dans l'intergénérationnel et le transgénérationnel. Je vous remercie de votre attention. Merci Florence pour cette vraiment très riche intervention sur l'épigénétique. Est-ce qu'il y a immédiatement quelques questions pour préciser ? Oui. Je travaille sur l'Essonne. Je suis actuellement plutôt actif en tant que médecin de PMI, donc on s'intéresse beaucoup aux travaux qui touchent la santé mentale périnatale, puisque en PMI, on n'a pas seulement la future mère ou la mère, mais on a donc les enfants, donc toute la famille derrière, et on voit bien le dégât que ça donne. C'est intéressant votre exposé. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a des travaux en cours par rapport aux effets de santé mentale chez les futurs pères ou les jeunes pères? En fait, moi, dans mon approche, je sais qu'officiellement on parle de la dépression prénatale ou la dépression du postpartum. Je pense qu'une approche de dépression parentale est plus proche du phénomène exact qui se passe. Et puis du coup, on a aussi quelque chose à faire autour des pères. Mais bon, c'est peut-être à côté du sujet. Je vous remercie de cette question. En fait, on voit de plus en plus, ou on espère avoir de plus en plus d'études sur la place du père ou la place du deuxième parent, finalement. Il y a pour l'instant notamment des études sur la biologie, avec les taux de testostérone, de cytocine qui ont été étudiés chez les pères. Il y a pour l'instant finalement encore très peu de travaux sur le deuxième conjoint, mais il y en a qui commencent aussi à débuter. Il n'y a pas beaucoup pour l'instant à ma connaissance en épigénétique, mais effectivement ça offre des pistes intéressantes. Mais nous on s'intéresse effectivement particulièrement aux pères ou aux deuxièmes parents au quotidien et on trouve que c'est très important de les inclure dans la prise en charge. Alors en clinique, en effet, en psychiatrie périnatale, le père ou le deuxième parent a beaucoup d'importance. Et lorsque nous recevons de toute façon souvent les femmes ou les bébés pour une symptomatologie, on demande à ce qu'il y ait le deuxième parent et souvent le père encore classiquement. Mais c'est très important parce que des dépressions maternelles, par exemple, qui commencent à s'améliorer, on voit le conjoint, lui, qui, à ce moment-là, se permet d'exprimer un vécu dépressif et des signes dépressifs. Quelquefois, c'est plus tôt avant la femme. C'est très important pour nous. Nos consultations sont avec l'enfant et les deux parents, très souvent. Alors après, oui, ça ouvre des recherches à l'épigénétique, là aussi, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a une autre question dans ce domaine qui est une porte ouverte vraiment à de multiples études et à des choses passionnantes, quelquefois un peu effrayantes aussi, je trouve, par rapport à l'environnement, par rapport à toutes ces choses qui peuvent intervenir au cours de la vie
de nos familles. Oui, une question ? Bonjour. J'ai juste une petite question sur l'étude avec les souriceaux qui retrouvaient un comportement de l'autre type de mère. À quelle durée après l'exposition était évalué le changement du comportement? Est-ce qu'on a regardé au niveau de la temporalité si l'échange de mère se faisait plus tard? Est-ce que le changement est-ce que chez les souris on a vraiment retrouvé cette chose où c'est vraiment les premiers jours, premiers mois qui sont décisifs? Est-ce qu'on a étudié ça un petit peu chez la souris ou est-ce que du coup, ça ne se transpose pas forcément? À ma connaissance, c'est sur les premiers temps en fait que ça a été fait, mais effectivement, ce serait intéressant de savoir si ça pourrait corriger plus tard, effectivement. Mais c'est fraîchement de l'adoption croisée finalement très précoce qui est faite. Voilà. Mais on sait aussi, en tout cas c'est pour ça que les 1000 premiers jours ont mis l'accent sur l'importance des premières semaines, des premiers temps. Alors chez le souriceau, c'est un modèle, je ne sais pas dans quelle temporalité, mais enfin chez l'enfant humain, c'est en effet un temps de réversibilité possible de certains facteurs environnementaux. Une autre question ? Bien, on vous remercie. Merci Florence. On va passer la parole à Anne-Laure Sutter, qui est sur Bordeaux, responsable du réseau de psychiatrie périnatale et comme vous l'avez compris, très engagée aussi dans la recherche au niveau de l'INSERM. Merci Christine. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette session du vendredi après-midi à la fin de 3 jours de congrès. C'est valeureux d'essayer de faire un peu de psychiatrie. On va essayer ensemble de faire un peu le point sur les connaissances actuelles, sur la place de l'immunité dans les troubles psychiatriques. C'est quelque chose qui est en train d'arriver assez fortement, en tout cas en termes de compréhension et en période périnatale. Il y a des processus immunitaires tout particuliers qui se passent, donc on a un intérêt commun, je pense, à réfléchir, en tout cas pour le moment sur le plan de la recherche uniquement, mais au moins en termes de compréhension à ces problématiques. Alors la période de la grossesse, c'est une période de dysrégulation émotionnelle, puisque moi je suis psychiatre avant toute chose. On a jusqu'à 30% des femmes, Florence vous en a déjà un petit peu parlé, qui ont effectivement ou des dépressions ou des dysrégulations émotionnelles. Michel parlait tout à l'heure des épisodes mixtes. Les troubles bipolaires sont très très décompensés dans cette période, aussi bien pendant la grossesse qu'après. Et puis il y a aussi des dysrégulations émotionnelles qui ne correspondent pas forcément à des cadres nosographiques spécifiques ou en tout cas définis à l'heure actuelle, mais des dames dont on voit bien qu'elles ont une humeur très fluctuante, ce qui peut impacter leur vie au quotidien. Et donc être nécessaire de les prendre en compte et de les traiter, de les accompagner, mais on est un peu en difficulté parce que le médicament qui traite ça, on ne l'a pas encore. Alors quand on est dans le registre de la dépression, on sait, quand on est dans le registre de troubles bipolaires, on sait, puis au milieu, il y a une certaine quand même partie, un certain nombre de femmes, et non négligeables, pour qui les traitements finalement ne marchent pas et qui ont une dysrégulation dont on ne sait trop que faire. Alors, vous le savez bien mieux que moi, c'est aussi une période de dysrégulation, entre guillemets, en tout cas hormonale, et puis une période de dysrégulation immunitaire, avec la phase d'implantation où il y a une activation, la croissance fœtale qui finalement est d'une adaptation très forte du système immunitaire de la mère, puisqu'il reçoit le fœtus semi-halogène, et au moment de l'accouchement, la maturation et la contractilité du col sont accompagnées de processus pro-inflammatoires importants. Donc il y a deux sens. Il y a l'immunité maternelle sur le cerveau fœtal et puis il y a aussi les dysrégulations immunitaires sur la santé mentale des mères. Donc on va commencer par les problématiques de lien entre l'immunité maternelle et le développement du cerveau fœtal. Alors vous savez là aussi bien mieux que moi que des agents infectieux maintenant bien connus, Toxoplasma gondii, la rubéole, CMV, herpès, qu'on appelle les torches, sont directement tératogènes et dont on connaît bien maintenant les implications sur le développement du fœtus, mais on pense maintenant que c'est vraiment l'extrémité d'un spectre, qui est l'extrémité grave d'un spectre de troubles entraînés par des expositions prénatales
à potentiellement d'autres infections virales qui peuvent donner des choses beaucoup plus soft ou bactériennes, mais aussi à des processus inflammatoires qu'on retrouve dans l'obésité, dans le diabète, notamment gestationnel, et que nous, on sait être aussi quand il y a du stress anténatal. Et ces expositions altéreraient de manière beaucoup plus subtile le développement cérébral du fœtus, avec potentiellement tout de même des conséquences neuropsychiatriques pour l'enfant au cours de son développement, et notamment, il y a tout un axe de recherche autour des troubles du spectre autistique, donc vous savez peut-être maintenant qu'il y a l'autisme grave tel qu'on le décrit, puis il y a les troubles du spectre autistique là aussi avec des choses parfois beaucoup plus légères et qui auraient peut-être des liens à ce niveau-là. Alors en psychiatrie, tout spécifiquement, il y a une trentaine d'années, on a commencé à voir apparaître des choses autour notamment des liens entre les infections grippales et un risque accru de schizophrénie chez les enfants. Puis c'est comme toujours, vous savez, en médecine, il y a des modes, on fait de la recherche là-dessus, puis tout d'un coup ça disparaît, et puis là c'est en train de revenir. Et depuis, on voit apparaître plutôt des publications sur l'impact des infections pendant la grossesse, sur le risque de troubles du spectre autistique et de troubles dépressifs. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Dans les modèles animaux, on peut mettre en évidence des lésions directes des neurones et des progéniteurs neuraux, des lésions indirectes par activation de la microglie des astrocytes, des oligodendrocytes qui peuvent déclencher la production de cytokines, générer du stress oxydatif, altérer la production de sérotonine. Donc vous savez, la sérotonine, c'est vraiment le neurotransmetteur qui est central dans tout ce qui est régulation de l'humeur en psychiatrie. Donc la production de la sérotonine placentaire et de la neurotransmission. Il y a également des mécanismes d'inflammation du placenta. Florence vous a parlé tout à l'heure de la nécessité de transformer le cortisol en cortisone, toute l'importance du placenta. Puis là, vous savez mieux que moi que c'est vraiment finalement un organe à part entière, qu'on est en train de découvrir là aussi un petit peu. Et donc ce placenta sécrète de la sérotonine qui passe dans le sang et qui peut donc potentiellement aussi faire des choses. Et puis bien sûr, à tous ces mécanismes, il y a la susceptibilité génétique et épigénétique. Tout le monde n'est pas égal quand il y a un stress. Il y en a qui sont armés, on va dire qui sont résilients. Il y en a d'autres qui ne sont pas armés sur le plan génétique et qui vont développer des troubles avec le même type d'impact. Alors je vous ai fait une petite sélection, puis à la fin j'ai fait une synthèse de ce qu'on sait. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, par exemple, cet article... ça fait du bien quand ça s'arrête. Cet article qui montre, qui a exploré des mamans qui ont eu à subir des stress anténataux et le génome, la transcription de l'ADN chez les enfants, et qui montre quand il y a des événements stressants en tout début de grossesse, il y aurait un effet sur les transcriptions de l'ADN chez le fœtus. Et donc on est déjà là sur cette publication sur quelque chose de l'ordre de la temporalité. Là aussi, ça complexifie encore le truc. C'est premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, les impacts ne vont pas être les mêmes. Une autre publication qui est intéressante parce qu'elle est allée explorer des femmes qui avaient des antécédents de dépression. Parce que vous voyez des gens qui ont des antécédents de dépression, mais plus de traitement et pas de dépression actuelle. Et là, c'est principalement vous qui allez les voir sur la période périnatale, parce que le psychiatre est plus forcément impliqué. Eh bien, on voit chez ces femmes des dysrégulations immunitaires qui persistent, qui sont des choses légères, mais chez leurs enfants, on voit aussi plus fréquemment des troubles du neurodéveloppement. Donc, des gens sur lesquels il faut avoir une vigilance. Ce n'est pas le problème de faire quoi que ce soit, mais déjà aujourd'hui, rien qu'avec ça, il faut garder un œil sur ces femmes-là, sur les facteurs supplémentaires qui pourraient générer du risque supplémentaire pour l'apparition de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Alors les risques sont faibles, on n'est pas sur des risques très, très forts, mais ce sont des populations qui malgré tout restent vulnérables et des enfants qui devraient nécessiter un suivi, notamment peut-être par exemple par la PMI ou par les réseaux d'enfants vulnérables qui sont en train de se mettre en place un peu partout. Il y a, ça c'est une publication très, très récente qui montre bien, si ça vous intéresse d'aller regarder, elle est vraiment bien faite, qui montre bien que autant les phénomènes d'infection aiguës entraînent des inflammations, bien sûr, et avec des actions sur les récepteurs de type TOL. Alors, c'est les récepteurs qui reconnaissent de base à peu près tous
tous les signaux d'inflammation et d'infection. C'est le truc de base qui met en marche le système de réponse immunitaire, mais qui montre aussi que, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'obésité, dans le diabète, quand il y a un faible statut socio-économique, vous voyez, les facteurs sont quand même nombreux, et bien sûr dans la dépression, aussi dans l'asthme, et bien sûr dans les maladies auto-immunes, il y a une suractivation de ces systèmes alors c'est des études chez les animaux, mais qui pourrait être une des voies de compréhension de mécanismes de ces troubles. Donc ça, c'était pour l'impact de l'immunité maternelle, le lien sur le développement du cerveau fœtal. L'immunité et les troubles psychiatriques maternels. Alors, je vous ai dit, en psychiatrie, c'est vraiment un axe de recherche fort et probablement porteur d'avenir, notamment en termes de traitement. Et en psychiatrie périnatale, on sait maintenant, vous voyez sur ce schéma, que si on connaît les effets de la grossesse sur la régulation émotionnelle au moment de la grossesse, en fait, quand ça ne se passe pas bien, et je pensais que je pouvais activer la souris, je ne peux pas. Quand ça ne se passe pas bien ou quand il y a des dysrégulations importantes, ça a aussi des effets sur la santé des femmes et sur la santé globale des femmes. Ça augmente l'obésité, ça augmente le risque de maladie d'Alzheimer, les troubles du système métabolique au cours du vieillissement. Donc les femmes que vous voyez qui ont des problématiques de troubles de l'humeur au moment de la grossesse, elles ont aussi plus de risques d'avoir des problèmes somatiques après. Donc on voit bien les liens là, entre la santé mentale quand même et la suite. On sait aussi depuis 2017 qu'il y a la grossesse se développe dans l'utérus, certes, mais aujourd'hui on peut faire un diagnostic de grossesse sur une IRM fonctionnelle cérébrale. C'est-à-dire qu'il y a de tels changements au niveau de la matière grise que ça se voit en termes d'IRM fonctionnel. Et il y a notamment un phénomène de pruning qui est en fait une diminution du nombre de neurones qui permet de sélectionner certains systèmes qui potentiellement seraient les systèmes qui permettent à la maman d'interagir avec le bébé avec une augmentation par exemple de l'acuité auditive mais aussi une augmentation de la sensibilité émotionnelle. On le sait, c'est le blues, enfin toutes ces adaptations qu'on connaît parfaitement. On a maintenant l'explication sur des choses très somatiques et très médicales. On est vraiment, psychiatrie certes, mais là on est vraiment dans le domaine où le cerveau est un organe à part entière. Et donc il y a probablement bien sûr des phénomènes immunitaires associés à tout ça. Alors ça c'est chez toutes les femmes, c'est chez toutes les femmes qui vont bien. Il n'y a rien de pathologique là-dedans. Qu'est-ce qu'on sait des spécificités féminines autour de l'immunité? Alors, les femmes ont un risque plus élevé de troubles auto-immuns. Quand elles ont des troubles infectieux, elles ont des symptômes qui sont souvent plus bruyants. Les cellules immunitaires, on sait qu'elles expriment des récepteurs aux œstrogènes. Les cellules immunitaires des femmes produisent plus de protéines pro-inflammatoires comparativement à celles des hommes. Entre la puberté, du côté psychiatrique, entre la puberté et la ménopause, l'incidence et la prévalence de la dépression est double chez les femmes comparées aux hommes, et les femmes non enceintes souffrant de dépression ont des marqueurs inflammatoires plus forts que chez les hommes qui souffrent de dépression. Donc on voit déjà qu'en population générale, de manière générale, on a quelques arguments pour aller regarder de ce côté-là. Alors ça, c'est une des premières publications qui est allée dans ce sens-là, qui date de 2014, qui montrait qu'il y avait des dysrégulations immunitaires chez les femmes qui souffraient de psychose puerpérale, dans les premiers épisodes de psychose puerpérale. C'est la publication un peu princeps pour nous sur ce qui est de l'immunité et qui faisait l'hypothèse qu'il y avait une vulnérabilité qui était potentiellement due à une infection in utero ou un stress in utero chez ces femmes pendant qu'elles étaient fœtus. Donc c'est ce qu'ils appellent le first hit, c'est la première attaque qui vulnérabilise le cerveau et qui fait que lors d'une deuxième attaque, entre guillemets, immunitaire, le système va se déréguler et les femmes vont faire des épisodes de psychose puerpérale qui sont donc des épisodes très graves. Donc c'est la première équipe qui a travaillé là-dessus. Depuis, il y a quelques autres travaux. C'est pas un champ très très actif et pourtant c'est complètement passionnant quand on commence à se pencher un peu dessus. Il y a donc plusieurs publications qui sont un peu allées explorer plus en détail et qui montrent que quand il y a une psychose puerpérale, effectivement, il y a une dysfonction immunitaire avec une atteinte de la barrière hémato-encéphalique qui permet un afflux de cellules immunitaires indésirables. Il y en a trop ou elles ne sont pas prévues au programme. Et là, elles vont passer la barrière.
et associé à des molécules inflammatoires, donc qui donne vraiment une inflammation du cerveau en fait. Dans les psychospurpurales, il y a une problématique de cet ordre-là. Ce qui explique aussi peut-être le processus très aigu. Vous savez, psychospurpural, c'est le matin vous êtes normal, l'après-midi vous êtes à l'hôpital psychiatrique en soins sous contrainte parce que les choses ont décompensé de manière extrêmement aiguë et très rapidement après la naissance. Donc vraiment, il y a des arguments même cliniques qui vont dans ce sens-là. D'autres études qui vont dans des choses un peu plus poussées, qui posent l'hypothèse d'une perturbation de l'activité ou de l'abondance des TREG, plus une altération de la protéine CCN3, qui est une protéine qui est impliquée dans la myélinisation, et les dysfonctionnements de ce système qui conduiraient à une myélinisation réduite dans les régions corticales et limbiques, qui sont des régions qui sont impliquées dans ces troubles. Donc ça, c'était pour les psychospurpurales. On a quelques données sur les patientes qui souffrent de dépression sévère ou qui ont des idées de suicide. Les idées de suicide dans la dépression, dans la gradation des gravités de dépression est un facteur, c'est un peu la température, c'est le niveau d'hyperthermie quand les gens souffrent de dépression. Et il y a notamment des travaux, il y a 2 axes de résultats. Un qui montre que dans les dépressions sévères, il y a un dérèglement de la voie de la kynurénine, la kynurénine, c'est un produit de dégradation du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, et qui traverse la barrière hémato-encéphalique, et qui y est métabolisé en composés glutamatergiques qui sont neuroactifs, l'acide kynurénique, qui a lui un effet neuroprotecteur, et l'acide quinolinique, qui lui a un effet neurotoxique. Et donc quand cette voie que vous avez là sur le côté, qui est quelque chose de très fragile, comme tous ces systèmes de régulation, est impactée, ça va dysréguler le système et ça va donner des troubles. D'autant plus important puisqu'on trouve ces dysrégulations de ce système quand il y a des dépressions sévères. Et les autres résultats vont sur les interleukines, où on trouve que quand il y a des symptômes dépressifs graves, il y a une augmentation des taux plasmatiques d'interleukine 6 et 8, une baisse de la sérotonine et une baisse de l'interleukine 2. Alors, bon, ça reste des constats, ça reste du niveau de la recherche, mais comme les choses peuvent aller très vite, ça serait pas mal que ce soit des cibles potentielles pour des recherches autour des traitements, notamment, je vous disais, parce que je pense vraiment, pour faire de la clinique maintenant depuis 30 ans, qu'il y a ces femmes dont je vous parlais au début, là, qui sont au milieu. Ça doit être des choses de cet ordre-là, tout spécifiquement liées à la période périnatale, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les traiter avec nos médicaments habituels, et c'est pour ça aussi qu'elles ne rentrent pas dans les cases de la nosographie psychiatrique classique. Alors un petit focus pour continuer d'essayer de vous convaincre. La pré-éclampsie, qui est quelque chose que vous connaissez très bien, est un trouble qui est très fréquemment associé de notre côté, parce que vous, heureusement que toutes les femmes qui souffrent de pré-éclampsie n'ont pas des psychospurpurales, mais du côté psychiatrique, les femmes qui ont des psychospurpurales, elles ont extrêmement souvent une pré-éclampsie associée et des troubles de cet ordre. Donc il y a là aussi eu des travaux pour essayer d'explorer. D'abord, ils ont été regardés dans leurs énormes cohortes du nord de l'Europe. Est-ce qu'il y avait ce sentiment des cliniciens que la pré-éclampsie, enfin que les psychospurpurales étaient associées aux pré-éclampsies? Et oui, la réponse est oui, c'est même assez significatif. Donc ils ont confirmé l'association entre la pré-éclampsie et les troubles psychiatriques du postpartum. Et ils proposent différentes explications qui ne sont pas mutuellement exclusives. Alors, on peut penser que c'est, quand il y a une psychospurpurale, c'est un gros stress et ça peut participer aussi au déclenchement de la pré-éclampsie, mais ça peut aussi être dans l'autre sens. Vous connaissez le mécanisme de la pré-éclampsie, qui est un mécanisme de placentation anormale, et qui est lié à la non-reconnaissance des antigènes paternels et des choses comme ça. Vous posiez la question de la place du père. Il y a quelques travaux qui ont été regardés, je ne me souviens plus en détail, mais ça m'est revenu tout à l'heure quand vous avez posé la question, qui ont été regardés des processus de transmission qui passent par le placenta et qui sont liés à l'empreinte génique paternelle au niveau du placenta. Enfin, c'est le père qui transmet, ça passe par le placenta. Donc on est possiblement aussi dans des trucs comme ça. Et donc les femmes qui ont des psychospurpurales sont probablement aussi dans ce système-là, et peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des recherches croisées
entre la prééclampsie et les psychoses puerpérales et les mécanismes de ces pathologies. Il y a aussi la place des œstrogènes qui est évidente. On a dit que les cellules immunitaires exprimaient des récepteurs aux œstrogènes. Quand on regarde le génome des femmes qui ont des dépressions postnatales, on tombe sur des gènes aussi qui ont des liens avec les œstrogènes. Là aussi, probablement en ouvrant de ce côté-là sur les traitements, pour nous, on aurait peut-être une possibilité d'action. Mais ce sont des choses qui restent vraiment du domaine de la recherche ou qui ont été faites aux États-Unis, mais médicaments auxquels nous n'aurons pas accès encore en France. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors pour finir, j'arrive vers le bout de mon intervention, une petite note un peu positive quand même. Certaines molécules dont on a l'utilisation couramment en psychiatrie ont des actions un peu anti-inflammatoires et peuvent éventuellement nous servir et avoir un intérêt tout particulier, mais aussi il faudrait qu'on aille faire quelques études. Là, vous avez une publication sur la fluoxétine, qui est une publication qui n'est absolument pas faite chez les êtres humains, mais c'est vraiment de l'expérimentation, mais peut-être qu'on a des choses comme ça. On a vu apparaître pendant la période du Covid aussi l'effet de certaines molécules psychotropes sur ce virus. Peut-être que du côté de l'inflammation pendant la grossesse, il faut qu'on avance un petit peu pour savoir quels antidépresseurs seraient plus adaptés que d'autres. Et puis, pour ouvrir plus largement, je ne sais pas si ça vous préoccupe, mais nous, ça reste le dernier bastion des choses qu'on ne sait pas bien traiter et pas bien prendre en charge. Ce sont les troubles de la personnalité de type borderline. Ce sont les troubles de la personnalité, ce sont ces femmes qui, pour vous le faire caricatural, vont être à la première consultation dans la pièce de consultation avec un monsieur qui n'est pas le papa de l'enfant qu'elle porte, puis à la troisième consultation, il n'y aura plus de papa, puis le jour de la naissance, il y aura un homme dans la chambre qui dira qu'il va vouloir adopter le bébé, mais qui ne sera pas le papa du bébé. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le type de patient très instable, qui change de partenaire, qui ont des histoires de vie comme ça compliquées. Ce sont des troubles qu'on ne sait pas bien prendre en charge en psychiatrie. La seule indication, c'est une psychothérapie au très long cours, et bien sûr en période périnatale, on n'a absolument pas le temps de faire ce genre de choses. Mais au-delà de ça, l'incidence de ces troubles sur la terre entière est à peu près la même. Alors certes, il y a des facteurs de risque qui sont des antécédents de maltraitance, mais peut-être que la transmission, comme Florence vous l'a montré tout à l'heure, peut être transgénérationnelle. Peut-être que les maltraitances de la mère pendant la grossesse peut avoir un effet sur la régulation du système immunitaire. En tout cas, il y a quelques hypothèses qui vont dans ce sens, là aussi avec le système de la kynurénine qui pourrait être impacté et le système de la sérotonine qui aurait aussi des variations qui pourraient entraîner une augmentation du risque de ce trouble. Tout ça, pourquoi ? Parce que ça, là aussi, peut ouvrir sur des prises en charge un peu spécifiques de ces femmes-là, éventuellement, si éventuellement on arrivait à définir des molécules actives. Voilà, pour finir cette diapositive qui vous donne un résumé de tout ce dont je n'ai pas pu vous parler, parce que c'est comme tous les champs qui commencent, ça tire un peu dans tous les coins. Il y a 2 publications sur un truc, 3 publications sur l'autre, il n'y a pas vraiment de synthèse ni de résultats probants. Les autres choses qu'on peut trouver sont que quand il y a des symptômes dépressifs anténataux, il y a une augmentation des cytokines pro-inflammatoires au 3e trimestre, les marqueurs anti-inflammatoires sont plus faibles en fin de grossesse. Quand il y a des idées de suicide en postpartum, la réponse immunitaire est plus forte au moment de l'accouchement que chez les autres femmes. Important, l'association entre le statut social et l'immigration et la dépression postnatale qui sont médiées par l'inflammation. On voit, il y a bien sûr les difficultés sociales, mais peut-être que même les difficultés sociales, elles ont des conséquences sur le corps vraiment au niveau là aussi très physiopathologique. Donc des façons de voir nos patientes un peu différentes. Et puis je vous disais, ces thérapeutiques qui peuvent peut-être s'intéresser un peu plus aux hormones sexuelles. On a l'allopregnanolone qui est donc un métabolite de la progestérone, qui est une molécule qui est commercialisée aux États-Unis en traitement de la dépression postnatale en perfusion et qui a une efficacité qui est quand même
relativement intéressante, mais le laboratoire qui portait cette molécule n'a pas réussi à passer les barrières françaises et donc ça a été retoqué. Donc pour l'instant, on n'aura pas accès, mais enfin quand même, l'allopregnanolone inhibe les processus pro-inflammatoires par modulation des récepteurs GABA et l'interleukine 6 baisse la synthèse d'allopregnanolone dans le cerveau. On voit là aussi peut-être les interactions entre l'immunité et ces hormones. Alors la question que j'ai déjà effleurée tout à l'heure, tout ça, est-ce que ce sont des risques ou est-ce que ce sont des conséquences? Est-ce que c'est parce que les dames ont des troubles psy que finalement l'immunité est impactée, ou est-ce que c'est l'immunité qui fait que les troubles psy arrivent, ou est-ce que c'est une vulnérabilité qui fait que les choses se rencontrent? C'est probablement plutôt des choses un peu comme ça. Et donc, l'avenir entre la psychiatrie périnatale et l'obstétrique, c'est peut-être d'avoir une approche psychoneuroimmunologique, de penser à travailler à faciliter l'identification de personnes qui souffrent d'une mauvaise santé mentale périnatale, qui ne seraient pas facilement identifiables par des méthodes traditionnelles, pour pouvoir ouvrir sur une prévention précoce, ciblés avec des signes peut-être biologiques finalement qui pourraient précéder les symptômes thymiques. S'il y a une vulnérabilité, peut-être qu'on peut la rechercher un peu systématiquement. Est-ce que la recherche de biomarqueurs améliorerait à la fois le diagnostic et puis peut-être ça nous permettrait d'avoir d'autres options thérapeutiques que celles qu'on a, dont je redis, on est souvent en difficulté pour arriver à être efficace. Voilà, donc ça donnerait un processus un peu comme ça qui nous permettrait d'avancer ensemble sur le soin, la prévention de ces femmes vulnérables en période périnatale. Je vous remercie de votre attention. Merci Anne-Laure pour cette présentation passionnante et très riche qui ouvre là aussi un domaine d'abord inexploré ou très peu exploré pour l'instant, mais un domaine tellement vaste qui doit susciter quelques questions dans la salle. Ah, très bien. Alors, tu y vas? La main est partie avec le micro. Oh, on a perdu notre hôtesse. Merci. Vous avez évoqué donc le lien entre prééclampsie et les troubles psy. Est-ce qu'il y a eu des études de fait sur l'aspégique qu'on donne en prévention de tous ces troubles vasculaires placentaires? On en est au constat. En fait, c'est venu, nous, dans les unités mères enfants, c'est une pratique, vous savez, la psychiatrie périnatale, c'était très exploratoire jusqu'à il y a encore 5-6 ans. C'était des petits, enfin, on est un peu des précurseurs là, dans la salle. On a tous eu des unités, mais les unités sont petites, on voit du monde, mais enfin, quand même pas tant que ça. Et au cours du temps, en discutant les uns avec les autres, on s'est dit, quand même, il y a le diabète aussi. Elles ont tout un diabète gestat, en dehors des traitements, parce que nos traitements augmentent le risque, mais bon, au-delà de ça. Et donc, non, c'est des collègues qui sont très intéressés, qui cherchent ça dans des grandes bases de données, c'est un constat. Ils ont validé le constat, c'est déjà beaucoup. Les thyroïdites? Ouais, alors c'est moins. Il y a eu une vague aussi, c'est plus à la mode, peut-être que ça reviendra. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Mais oui, ça a fait partie des hypothèses. Mais tout ça, c'est dans le même champ. Mais oui, ça serait intéressant, puisque si vous donnez des traitements, de voir si celles qui ont un traitement, celles qui n'en ont pas, est-ce qu'il y a autant de psychose puerpérale ou pas? Ça fait partie des options de recherche, tout à fait. Mais non, c'est des études de base de... Alors, c'est quand même des événements qui restent rares. Enfin, les psychoses puerpérales, c'est un événement qui reste rare. Donc, c'est les grandes bases de données du nord de l'Europe où ils ont des millions de personnes. Pour aller voir un signal, pour aller voir un petit signal, il faut beaucoup de force. Donc, déjà on a le sentiment clinique que nous, on avait tous. Après une quinzaine, vingtaine d'années de pratique, est confirmé par l'observation. Mais c'est que ça. Moi, j'avais une petite question sur les perturbations des chaînes de réaction que vous avez montrées, notamment sur la dépression sévère et les perturbations de la neuroprotection aussi pour la psychose puerpérale. C'est des choses qui sont spécifiques dans les contextes de grossesse, qu'on retrouve ce même type de perturbations sur une dépression hors grossesse? Alors, on trouve ce genre de résultats. Il y a beaucoup plus de travaux sur l'immunité et les troubles de l'humeur, notamment en dehors de la période périnatale. Ça, c'est des résultats spécifiques à la période périnatale. Voilà, parce qu'on est quand même dans un environnement et hormonal et
immunitaires différents. Hein, donc, mais c'est des choses qu'on retrouve ailleurs. Je veux dire, en psychiatrie, ça et la microbiote, c'est les deux trucs là, à l'heure actuelle, parce que ça nous ouvrirait sur d'autres hypothèses et d'autres thérapeutiques. Donc, bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je suis sage-femme au CHU de Rennes et je suis chercheur spécialisé sur les pesticides principalement. Et les pathologies que vous citez, les marqueurs que vous citez, donc l'interleukine, les hormones, etc., c'est des choses qu'on voit régulièrement ressortir associées à certaines expositions chimiques, donc certains pesticides, certains solvants, etc. Et du coup, la question, c'est est-ce que vous explorez aussi les origines environnementales autres, donc environnement chimique, usage, etc., en lien avec le risque d'apparition de ces pathologies? Parce que c'est des choses que je n'ai pas notion qu'il y ait en termes d'associations existantes à l'heure actuelle. Moi non plus. Là, je viens de me taper une revue de la biblio assez serrée, donc là, non. Mais c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Tout à fait. Encore une question? Bon, c'est un sujet inépuisable qui sera probablement l'objet d'autres présentations avec des travaux qui vont s'enrichir au fil des années. Hein? Oui, non, n'hésitez pas à rejoindre la deuxième session tout à l'heure sur l'assistance médicale. Tu parlais du placenta et le rôle du père dans le placenta. J'avais vu des choses autour de l'hyperémèse où il y avait des hypothèses. Je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, mais il doit y avoir d'autres où effectivement on sent bien qu'il y a quelque chose d'énorme derrière, en fait. On le sent monter. Alors, ça sera pour les jeunes, je pense. Ce sera pas forcément pour nous, c'est des champs compliqués quand même. Où c'est tellement intriqué qu'il le fait de la poule, quoi. Donc, comment faire les études? Parce que pour l'instant, on observe, mais par quel bout on le prend? Est-ce que c'est du début, avant? Qui sont les femmes à risque, finalement, de prééclampsie? Avant d'avoir été enceinte, on ne le sait pas forcément, enfin, sauf celles qui ont des vraies problématiques. Enfin, voilà, comment on fait ça? Il faut des énormes cohortes, il faut beaucoup de temps. Et l'hyperémèse, c'est probablement, enfin moi, c'est partie des trucs, je suis persuadée qu'il y a un truc somatique derrière, pour en avoir vu des centaines et des centaines. Moi, l'hypothèse psychologique de l'hyperémèse gravidique, non. Voilà, c'est sûr que non. Parce que, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une association, j'ai vu, qui s'occupe de ça, et c'est très bien, parce que c'est faux. On est sur des hypothèses qui sont complètement fausses. Et dramatiques, parce que les femmes, non seulement elles sont malades, c'est horrible, et en plus de ça, elles sont stigmatisées, parce que mine de rien, la psychiatrie, c'est pas le problème. Quand on a une pathologie mentale, il faut la soigner comme autre pathologie, mais quand on ne souffre pas de ça, c'est encore plus compliqué. Quand déjà on est en souffrance morale, s'entendre dire oui, vous voulez pas votre enfant, vous le vomissez, un peu lourd, quoi. Soutien. Un coup au moral, est-ce que vous voulez pas voir la psy, mais attends, je propose pas qu'il ne faut pas faire intervenir la santé mentale, il faut soutenir ces femmes, mais il ne faut pas leur dire que c'est... moi, quand je suis arrivée à la maternité il y a 30 ans, ces dames-là, elles étaient dans le noir, enfermées, avec des injections de barbiturique 2 fois par jour, et du largactyle, qui est très hypotenseur. Je ne vous dis pas, la cata, le barbiturique, les barbituriques, c'est tératogène, le largactyle, c'est dangereux. Oui. C'est vrai. Étude protocole de la garde, c'était ça? Ah oui, non mais... oui, ça c'est sûr. Tant mieux, tant mieux. Parfait. Ça fait 30 ans qu'on essaye de le faire, c'est super. Et après qu'il y ait besoin d'un soutien psychologique, oui, parce que c'est un truc qu'on ne sait pas soigner. Et les dames, elles sont avec ça, et on sait faire que du symptomatique. Donc 9 mois comme ça, c'est vraiment long, et épuisant physiquement. Enfin, c'est terrible. C'est une maladie dramatique. Et les femmes sortaient avec du largactyle qu'elles gardaient parfois toute la grossesse. Et le largactyle est un antipsychotique. C'est une molécule, quand même, c'est pas rien. Ah, puis ça a des effets secondaires terribles sur les cognitions. Enfin, prenez 3 gouttes de largactyle, vous allez voir. Faites plus grand-chose. Pensez plus beaucoup et vous bougez plus beaucoup. Il faudra faire une table ronde sur les aspects psychologiques de l'hyperémèse. Oui, après non, le seul, là où l'intérêt de la psychologue est
est là pour l'hyper-MS, c'est qu'il y a quand même il y a des comorbidités psychiatriques qui sont associées, qui sont importantes. Donc ça c'est à prendre en compte. Voilà. Mais c'est vrai que l'hypothèse, faut pas d'hypothèse sauvage. Merci à tous et puis peut-être à très bientôt, dans une demi-heure.